Bienvenue à tous et à toutes ici, le séminaire Discours.net en ligne. Aujourd'hui, on a Vander Immediato. Et avant de le présenter, je vous rappelle qu'on a une association derrière qui fait marcher le site qui s'occupe de la logistique des dispositifs. Et si jamais vous serez intéressé, vous êtes tout à fait bienvenu pour vous inscrire dans l'association Discornet. Et je vous donne ici le lien pour en savoir plus. C'est 30 euros par an. Et ça ferait une vraie différence pour continuer avec les événements qu'on a ici en ligne et aussi en présentiel. Pour rappel, on a le grand congrès avec Aled, dont Vander est le président, à Puebla, au Mexique. Fin août, et il y a encore quelques jours pour envoyer les résumés. Si jamais vous êtes motivé, ce serait l'occasion pour un événement très spécial, très beau, et dans un contexte très beau aussi. Donc, vous êtes tout à fait bienvenus pour envoyer euh, les, euh, les résumés pour ce DN 2026. Non, à l'aide DN 2026. Et c'est aussi sur le site dans la rubrique événements. C'est mon plaisir de présenter Vander, qui est professeur à l'Université fédérale du Minas Gerais au Brésil. Il dirige le centre d'analyse du discours là-bas. Et d'ailleurs, je serai de retour sans doute au mois d'août et on pourra se revoir peut-être euh, avant le congrès de Puebla. Euh, Vander est actuellement chercheur invité au laboratoire LT2D de l'Université de Cergy-Paris avec Luciana. Malheureusement, elle ne pourra pas être là aujourd'hui. Voilà. Je dis que, voilà, Vander, tu es le président de l'ALED, qui est un peu l'équivalent de l'association Discornet en Amérique latine. Donc, c'est un grand plaisir et aussi un grand honneur de te donner la parole maintenant. Merci, Johannes. Merci, Christine. Merci à tout le monde qui est ici. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous dans le cadre de cette coopération entre Discours.net, ALED et aussi entre nos universités. Donc, et merci de cette invitation. Je vous propose de parler un peu sur la problématique de la désinformation, mais dans le cadre d'un projet de recherche que je mène actuellement, qui est la suite d'un projet euh, qu'on développe à l'Université fédérale du Minas Gerais sur les polémiques publiques autour des sujets sociaux sensibles. Et actuellement, dans ce projet, je travaille sur une notion que je suis conscient, elle n'est pas une notion facile à traiter, et même pas consolidée, c'est-à-dire c'est la problématique de la toxicité discursive. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Mais donc, je vais vous parler des discours politiques toxiques et la désinformation. C'est une des procédés, euh, parmi trois procédés que j'analyse, c'est-à-dire la désinformation comme une stratégie politique pour conquérir l'opinion publique, les appels abusifs aux émotions et les discours de haine. Donc, c'est à peu près, c'est-à-dire c'est une synthèse des procédés
j'analyse pour parler de ce phénomène qui est la toxicité discursive dans les discours politiques. Donc, c'est intéressant de soulever tout d'abord quelques questions générales, c'est-à-dire qu'est-ce que la toxicité discursive, quels sont les enjeux pour l'analyse des discours toxiques, comment choisir, sélectionner un corpus. Donc, ce sont des questions générales auxquelles je suis confronté. Quels sont les procédés discursifs des discours toxiques? Parce qu'il faut les catégoriser en quelque sorte, se donner des critères pour définir cette toxicité. Quels sont les enjeux et les effets de ces discours? Et aussi, d'une façon plus appliquée, disons, parce qu'il faut bien que cette recherche ait quelques disons, utilités, c'est-à-dire comment atténuer les effets des discours toxiques sur la citoyenneté et la démocratie. C'est-à-dire comment atténuer, c'est-à-dire comment, par exemple, des institutions ou des collectifs citoyens ou des politiques publiques travaillent dans le sens de mitiger des effets des discours toxiques sur la démocratie, par exemple. Donc, le discours toxique, donc, c'est une problématique assez interdisciplinaire, parce que si je m'intéresse à des initiatives institutionnelles, par exemple, pour mitiguer la circulation de ces discours dans la société, c'est très compliqué. Ça nous renvoie à une problématique juridique, du droit, constitutionnelle, parce que ça touche la problématique de la liberté d'opinion, c'est-à-dire, mais cela nous mène à discuter avec des gens qui sont dans d'autres disciplines que dans la linguistique pour voir comment ils sont en train de penser et enquêter sur ces problèmes. Puis c'est un problème de langage, mais c'est aussi un problème de société. Un problème de la recherche, c'est comment organiser un corpus de déclarations politiques toxiques. Je parle beaucoup de ce qui pourrait être une catégorie, par exemple, pour travailler, c'est-à-dire des surassertions politiques qui sont diffusées parce qu'elles ont, ce sont des énoncés qui ont une certaine configuration surassertive, qui sont diffusés et que les médias reprennent justement parce elles sont dans des déclarations politiques comme des surassertions pour être détachées, hein, parce que ce sont des surassertions, elles sont détachables, et pour aphoriser éventuellement dans des pages de journaux, dans les réseaux sociaux, etc. Analyser et caractériser des procédures discursives censées être toxiques selon certains critères. Par exemple, des discours qui produisent une escalade de la violence verbale, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une déclaration qu'après, on voit elle a été diffusée à à des milliers de reprises sur Internet, en mettant des groupes favorables, défavorables, c'est-à-dire dans une interaction polémique intense. Ce sont des discours qui escaladent la violence verbale, c'est-à-dire la violence politique, symbolique, de la haine sociale, etc. Il y a dans ces déclarations
un désordre informationnel, on va en parler. Il y a des marques de violence verbale, des appels abusifs aux émotions primaires. Ce sont des discours qui peuvent ou sont encadrés, peuvent être ou sont encadrés juridiquement parce qu'ils dépassent les limites d'un certain visible. Et ce sont des discours qui reçoivent la qualification d'honteux, dégoûtant, haineux, scandaleux, etc. Et on peut repérer ça par des réactions à ces discours. Euh, les discours toxiques, ces mots, c'est-à-dire toxiques, circulent assez fréquemment dans les sens communs, comme des discours toxiques, messages toxiques, personnes toxiques, environnement toxique, phrases toxiques, mots toxiques, relations toxiques, surtout entre des couples, par exemple, ou dans une entreprise. Donc, c'est une notion qui circule assez couramment depuis longtemps dans, dans les sens communs. Elle désigne en général une dimension de la communication ordinaire ou institutionnelle qui produit un inconfort, une angoisse, une confusion, une souffrance, un découragement, une haine de l'autre, ou d'autres types de sentiments réactifs, négatifs ou violents, ayant un fort impact sur les relations interpersonnelles ou institutionnelles, parce que ça peut être aussi bien dans une entreprise comme dans une institution comme l'Amnesty internationale, l'ONU, etc. Donc, ça se passe dans les relations de travail, les communications politiques ou bien d'autres. Une recherche simple sur Google va montrer un nombre très élevé d'occurrences du terme toxique, pas pour désigner des événements liés aux drogues, hein, mais pour désigner des activités linguistiques, communicationnelles négatives pour pour les interactions. C'est-à-dire textes toxiques au lycée, par exemple, des messages toxiques, relations toxiques, harcèlement, etc. Donc, quelques fondements de la toxicité discursive, des discours qui font interroger les rapports et les limites. Donc, nous sommes là dans un rapport entre le langage et la morale, assez compliqué. Ces rapports dans la linguistique, depuis longtemps, en fait, objet de réflexion, pas avec ces mots, toxicité, mais notamment dans les études énonciatives et pragmatiques. Par exemple, les maximes conversationnelles et non conversationnelles, les principes de coopération de Grice, posaient déjà un problème par rapport à ces liens entre langage, morale. Ce qu'il faut dire, par exemple, la maxime de la qualité, il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Les études sur la politesse, l'impolitesse, Orechioni, Culpeper, Brown et Levinson, c'est-à-dire il y a quelque chose dans les langages qui relève des stratégies de travail sur la face, sur la manière dont les gens se communiquent au niveau de la courtoisie. Marianne Pavot, nous savons bien, il a fait un grand parcours dans son livre sur les rapports entre langage et morale. Dans la rhétorique, c'est un problème ancien, que ce soit par les rôles du genre épidictique ou par les preuves rhétoriques, notamment la preuve de l'éthos, c'est-à-dire l'étude des caractères de l'orateur, de la vertu, etc. Dans la philosophie, Habermas s'interroge sur une éthique de la discussion, Comte Sponville sur la différence entre éthique et morale,
pour évaluer, par exemple, des contraintes qui seraient relatives, par exemple, l'éthique ou absolue, impositive, la morale des actions et des comportements humains. Enfin, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour avoir la conviction sur les précautions que l'on devrait prendre lorsqu'on parle. Un bon exemple est le dialogue de l'adulte avec les enfants. On ne peut pas dire tout aux enfants parce qu'il faut les ménager, s'il faut avoir un certain contrôle sur la parole pour ne pas dire des choses qui peuvent blesser ou traumatiser un enfant. Donc, toxicité, euh, discours de haine, violence verbale. euh, donc, toxicité est intégrée à ces notions-là, c'est-à-dire à des notions comme violence verbale traitées par plusieurs auteurs, la haine et discours aussi, il y a plusieurs auteurs, soit en France, au Brésil, il y a et dans plusieurs autres pays qui travaillent sur les problèmes de la haine. Un discours, la violence symbolique, d'habitude les gens renvoient à ce concept chez Bourdieu. La désinformation, plusieurs auteurs et chercheurs et des collègues qui travaillent là-dessus, l'impolitesse, certains types de cyberviolence, les problèmes de fallacies, les violations des règles de la discussion rationnelle ou la toxicité à proprement parler. Il y a des auteurs qui travaillent là-dessus, Tavares et Riqueiro au Brésil, Tyrell, Pavlopoulos. Enfin, c'est un sujet qui est qui renvoie soit à plusieurs notions, soit à la notion à proprement parler de toxicité. Donc, il faut quand même souligner une différence entre les discours de haine, par exemple, la violence verbale et les discours toxiques. Donc, je prends une caractérisation d'un auteur qui dit qu'alors que les discours de haine tendent vers la conception des mots qui blessent un groupe social notamment, les discours toxiques rassemblent à une catégorie particulière de calomnie ou des procédés discursifs autres, hein, parce que moi, je ne veux pas me restreindre au problème des insultes ou de la violence verbale, mais qui font partie des systèmes d'oppression dans lesquels ils sont insérés. Donc, politiquement, ils sont liés à des buts politiques en général liés à des discours autoritaires, totalitaires, fascistes, etc. Donc, la toxicité crée et renforce les dommages à la fois aux cibles et aux communautés. Vers une précision de la notion, ce sont des discours qui sont violents, incitatifs, abusifs, fallacieux, désinformateurs. Ils cherchent à inflammer le débat public, distordre la réalité, construire un environnement politique corrosif, à capter l'attention vers des problèmes d'habitude imaginaires, ainsi que la dévier des véritables problèmes de société. En général, c'est un discours enragé et des combats qui fait un appel à une urgence de l'action et aux automatismes, donc ils sont des discours qui sont adverses à la pensée critique. Par exemple, ils doivent bloquer la dissonance cognitive parce que il ne doit pas laisser évoluer la pensée critique. Des messages qui d'habitude sont grossiers, des commentaires irrespectueux qui peuvent être analysés comme irrationnels, susceptibles d'inciter à la haine sociale et à empêcher une discussion par son langage offensant, abusif, haineux. Bref, c'est un discours qui empoisonne les débats citoyens
pouvant mener la société à expérimenter des sentiments d'angoisse, de peur, de haine, de ressentiment, d'urgence, et enfin pousser à la violence symbolique, sociale et même physique, parce que c'est un discours qui mène à la guerre, qui doit mener à la guerre, soit une guerre verbale, soit une guerre tout court. En ce sens, il s'agit d'un discours extrémiste et potentiellement meurtrier. Donc, les discours toxiques peuvent mener à la mort, parce que ce sont des discours aussi qui appellent à tuer des gens. Hein. Donc, c'est un discours qui est produit par des acteurs politiques, diffusé sur les plateformes des médias sociaux, dépendant en ce sens de l'infrastructure technique de ces plateformes. Donc, il se sert beaucoup de plateformes pour inciter. Discours qui vise à reproduire d'une manière nouvelle la domination à travers des termes violents, enragés, péjoratifs, des surassertions polémiques extrêmes et en général paradoxales. C'est une autre notion assez délicate à traiter, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est des opinions paradoxales, c'est-à-dire ce sont des opinions qui seraient en quelque sorte contraires à une doxa plus, disons, réputée, réputable, acceptable, visible. En général, elles choquent, ces propositions sont choquantes et, euh, et déclarées honteuses, scandaleuses, en, au moins dans un premier moment, parce qu'elles sont vues comme dépassant les limites d'une certaine éthique, d'une certaine norme, règle sociale, etc. D'accord? Mais de plus en plus aussi légitimé, naturalisé, banalisé. On commence de certaine façon à s'habituer à ces discours toxiques, de manière que soit on s'habitue parce qu'on est empoisonné, soit on habitue parce qu'on y adhère. Donc, quels sont les enjeux de ces discours-là? C'est la mobilisation, bien sûr, citoyenne, c'est l'incitation aux émotions primaires, la haine sociale, avec une certaine manipulation du consentement, une mystification, une inquiétation constante, la répétition ad nauseam, la dramatisation à outrance, la polémisation forte, une sorte de polémisation qui est dichotomisée, la narrativisation de la politique, c'est-à-dire on vide l'argumentation et on la remplace par la narrativisation. Au bout du compte, il faut se demander si la société alors ne passe pas à discuter des narratives, c'est-à-dire des récits, tout le temps, les récits des hommes politiques, ce qu'ils font les uns les autres, mais pas justement en se détournant en quelque sorte de l'argumentation ou d'un idéal, disons, de l'argumentation qu'on peut bien sûr critiquer. Hein. Bon, ben, là, vous êtes un peu normatif, non? Oui, 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 bien sûr, je suis conscient que la problématique de la normativité est là. Hein. Euh, donc, la promotion des rumeurs, appel à la peur, le châtiment divin, le péché, la culpabilité, la peur apocalyptique, la vengeance de la nature, épidémie, tornade, tsunami. Donc, tout cela peut être dans cette marmite euh, du discours politique toxique. Donc, l'autre enjeu, c'est d'imposer un certain régime de rationalité. Et on peut voir ça aussi comme un régime de rationalité. Non, il n'y a pas qu'un régime de rationalité, il y a plusieurs régimes de nationalité, de rationalité. Là, c'est un régime de rationalité qui est en train d'être imposé.
Dans ce régime, il y a la question identitaire, donc la perte de l'origine, la perte des valeurs, la perte de la pureté, d'une certaine pureté, de la dignité, par, par exemple, due à l'immigration. Ça va nous empoisonner, ça va empoisonner le sein de la nation. Donc, d'habitude, il est très nationaliste, ultra conservateur, euh, tourné vers la mobilisation des croyances. Une caractéristique, c'est que ça circule beaucoup sur la forme du complotisme. Il y a une rationalité axiologique, donc il faut évaluer les choses comme ça, cathartique, passionnelle, et de certaine façon, ça vide un certain imaginaire qu'on pourrait avoir dans le temps sur ce qu'est l'éthique citoyenne. Donc, l'enjeu aussi d'organiser l'adhésion citoyenne à un projet de société dont le leader serait la pièce centrale et les problèmes de société simplifiés et réduits à certains boucs émissaires, par exemple l'immigration, le communisme, le capitalisme, les homosexuels, l'avortisme, etc. Les effets potentiels, je parle toujours de la dimension perlocutionnaire des messages toxiques, donc des effets sur la perception citoyenne de la politique. Les citoyens passent à voir la politique comme quelque chose qui est nocif. Donc la démocratie, ça ne va pas, parce que si la politique est ça, donc c'est pas une bonne chose. Donc démoniser les adversaires, produire un effet de rébellion, de répulsion, d'indignation outrancée, de refuge, de soumission, de servitude, aussi sur la perception de la réalité, c'est lancer intentionnellement des fausses informations, les armes chimiques dans l'Irak, la Shoah n'a pas existé, la dictature au Brésil n'a jamais eu lieu, Pétain a sauvé la vie des milliers de Juifs, les immigrants haïtiens mangent des animaux domestiques à Springfield. Il y a un but politique qui vise à remplacer le peuple français par des immigrants. Donc, ce sont des petites pistes qu'on voit que si on, on arrive à construire cette perception de la réalité, donc il faut agir euh, à l'urgence. Euh, il faut changer son cadre des perceptions des choses. Hein. Parce que si Pétain a sauvé la vie des milliers de Juifs, donc il n'est pas un traître. Pourquoi on l'a jugé? Pourquoi on l'a condamné? Pourquoi il est mort en prison? C'est de l'injustice. Donc il a des effets évidents sur l'érosion du système démocratique et ses institutions, cause, par exemple, d'une attaque systémique au système judiciaire des pays. Il faut attaquer aussi les universités. On peut se demander pourquoi. Attaque aux professeurs, aux intellectuels, à la cohésion sociale, aux femmes politiques, et parce qu'il faut attaquer la pensée critique. Donc, si les universités, les professeurs, les intellectuels ont quelque chose à voir avec la pensée critique, ils sont des ennemis. Donc, il faut empêcher la discussion des projets de société, détourner les débats sociétaux en les simplifiant. Il y a des effets sur la dimension cognitive.
par la captation et centration de l'attention sur des problèmes imaginaires. Par exemple, la propagande prophétique, la collapsologie, les boucs émissaires, l'urgence de l'action vers un combat, l'appel implicite à la guerre et au sentiment guerrier, c'est-à-dire on sort d'un cadre institutionnel de la dimension militaire pour euh, diffuser une idée assez ancienne d'ailleurs, qui c'est que les soldats sont des guerriers. Donc, ils doivent se munir de ces sentiments de la guerre, d'un sentiment pour la guerre. Ils ne doivent pas être ceux qui s'occupent d'une mission. Ce n'est pas une mission institutionnelle militaire. Non, il faut se nourrir de l'esprit guerrier. Et bien sûr, des effets sur des états psychologiques, sur les émotions primaires, la haine, la peur, l'angoisse, les ressentiments. Donc, en résumé, quelles sont les composantes des discours politiques toxiques que j'étudie? La désinformation, fake news, la distorsion, le négationnisme, la généralisation abusive, la pensée conspiratoire et complotiste. Deuxièmement, l'appel intensif à des émotions primaires dans les discours, la haine, la peur de l'avenir, euh, la peur d'un retour aussi en passé, la vengeance, les ressentir, l'envie, et troisièmement, les discours de haine. C'est un discours spécifique sur, qui va vers des groupes sociaux spécifiques. Donc là, je résume ce que je viens de dire, la toxicité discursive avec sa composante informationnelle ou désinformationnelle, émotionnelle et les discours de haine qui fait une catégorie à part. Et avec ça, il faut qu'il y ait une visée politique toxique. Ça doit être intentionnel parce que cette intention des cette intention d'inciter à, 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 à certains comportements dans la société est une visée politique toxique. Bon, institutionnellement, il y a des initiatives institutionnelles importantes pour lutter contre les discours de haine et les discours toxiques. Par exemple, l'UNESCO, une publication assez intéressante, lutter contre les discours de haine, en proposant des réponses éducatives. Donc, il y a aussi un dossier pédagogique de l'Amnesty internationale qui est très intéressant parce qu'il est explicitement euh, dédié à une pédagogie des discours toxiques. Donc, c'est intéressant ce document parce ils ont fait des listes d'exemples et des types de discours toxiques qui circulent dans la société, soit par la bouche des hommes, des femmes politiques, soit par des groupes dans les réseaux sociaux ou des individus. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a des initiatives institutionnelles qui, même s'il n'y a pas vraiment une définition, euh, disons, une définition rigide ou linguistique de ce qui peut être un discours toxique, ils parlent déjà de la nécessité. Il faut un appel à des universités, à des chercheurs, à des citoyens, à des collectifs explicitement pour lutter contre les discours toxiques. Et aussi, dans le cadre de l'UNESCO, avec des institutions aussi au Brésil, il y a eu un dialogue assez intéressant et
sur ce qui pourrait être euh, des critères institutionnels pour lutter pour l'intégrité de l'information dans le monde. C'est-à-dire du fait que la désinformation devient un vrai problème de société, un problème politique qui est lié à, à l'érosion des démocraties dans le monde. Et sur les discours meurtriers, il y a un ouvrage qui a été organisé par l'équipe des LT2D avec le concours de Béatrice Turpin et autres, qui ont publié un livre après un colloque qui a eu lieu à, à Cérisy, je crois, qui justement porte le titre Discours meurtriers, c'est-à-dire des discours qui font appel au meurtre, qui, par exemple, des discours terroristes, des discours guerriers, hein, de toutes sortes. Bon, euh, sur les problèmes de l'information, de la désinformation, on sait que c'est un problème qui est assez délicat à traiter, mais on pourrait parler un peu, c'est-à-dire parce que c'est lié à cette question des fake news, de la post-vérité, mais ce n'est pas un problème facile à traiter lorsqu'on parle des discours politiques, parce que les discours politiques n'a jamais été un discours soumis à la problématique de la vérité. C'est-à-dire la vérité, la quête de la vérité, les critères pour atteindre la vérité est une problématique philosophique. Ce n'est pas une problématique, disons, politique. Donc pourquoi maintenant parler de la question de la vérité dans les discours politiques si ce n'est pas quelque chose qui caractérise en fait les discours politiques. Les discours politiques, si on pense par exemple au problème des idéologies, c'est-à-dire les idéologies ne sont pas des vérités. Dire si je défends une idéologie libérale ou si je défends une idéologie socialiste, je ne suis pas en train de défendre la vérité. Je défends une construction, disons, un idéal de société tout à fait imaginaire qui peut être une chose complètement fictionnelle. C'est-à-dire, je me bats pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la vérité. Mais on peut, en quelque sorte, imposer ça comme une vérité. C'est un problème idéologique. Hein? C'est dans la base de l'idéologie, il y a cette espèce de mensonge, c'est-à-dire qui croit à elle-même. C'est-à-dire que j'impose comme ça, c'est la vérité, mais c'est en fait des vérités. Ce sont des vérités prophétiques. C'est-à-dire l'idéal socialiste est prophétique aussi bien que l'idéal libéral. C'est-à-dire si on va par ces chemins-là, soit socialiste, soit libéral, on nous promet qu'on aura une meilleure société. Donc, on est en train de discuter, en fait, d'une notion qui est très délicate à traiter et qui n'est pas vraiment, n'a rien à voir avec la vérité, c'est que c'est le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? euh, la vie bonne, c'est ça. Donc, mais pourquoi je traite de la désinformation dans les discours politiques? C'est parce que aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, pas simplement aujourd'hui, mais nous sommes dans une époque où il y a un vrai enjeu de vérité comme un atout politique, c'est-à-dire comme une stratégie politique. Euh, Ce qui met en scène des discours qui sont vraiment des discours de désinformation par rapport à d'autres domaines qui, eux,
il s'occupe des problèmes de la vérité. Par exemple, les sciences. Les sciences. Donc, il y a des discours politiques qui s'attaquent au discours des sciences. Et alors là, ça commence à poser un problème politique, parce que des hommes politiques qui, qui se battent contre des, des vérités ou des pseudo-vérités scientifiques. Par exemple, le problème des vaccins, hein, les négationnismes scientifiques par rapport à la problématique du climat, c'est-à-dire ça devient un enjeu politique de certains acteurs politiques de se contrer, de se confronter contradictoirement au discours scientifique sur le climat, sur la science, sur les vaccins. Soit parce qu'il y a des enjeux économiques, notamment par rapport au négationnisme climatique, soit parce qu'il y a des enjeux qui sont plus des manipulations électorales, des visées électoralistes. Donc, on pourrait faire, bien sûr, toute une discussion. Qu'est-ce que c'est la vérité en philosophie? On n'aura pas aussi un grand consensus. Hein? On peut voir la vérité, le résultat d'une connaissance obtenue par la raison, ou au contraire, par la doxa. Alors, ce n'est pas une véritable vérité, ou la conformité entre perception, proposition et chose, ou il n'y a pas de vérité, tout est interprétation ou perspective, ou la vérité est toujours relative, objet des représentations de l'opinion de quelqu'un. La rhétorique, hein, je prends toujours la discussion très intéressante de Perelman et Titeka sur les faits et les vérités comme des accords sur le réel, pas comme la vérité des faits, parce que même les vérités et même les faits, ils sont toujours en lien avec des accords et des valeurs, des jugements des valeurs. Par exemple, la problématique juridique que Perelman pose, c'est justement de dire que les droits ne peuvent pas être à 100% positifs. Il faut qu'il accepte que les jugements de réalité s'intègrent ou interagissent avec des jugements de valeur. Et les fake news comme fait ou vérité pour un auditoire particulier. C'est-à-dire, si on prend cette citation de Perelman et Titeka, c'est intéressant. C'est-à-dire, ils disent, nous n'établons sur aucun critère qui nous permette en toutes circonstances et indépendamment de l'attitude des auditeurs d'affirmer que quelque chose est un fait. Néanmoins, nous pouvons reconnaître qu'il existe certaines conditions qui favorisent au moins cet accord, qui permettent aisément de défendre les faits contre la méfiance ou la mauvaise foi d'un adversaire, c'est-à-dire des conditions de vérification, mais on serait déjà dans le terrain de l'argumentation. Les problèmes qui se posent, c'est par rapport à ce qui circule sur la possibilité d'avoir en ce moment des faits alternatifs. C'est-à-dire des faits alternatifs, ça ne peut relever que de l'argumentation, disons, rhétorique. Parce que s'il y a des faits alternatifs, donc il n'y a pas vraiment les statuts de fait. Les statuts de fait, ils ne pourraient pas en fait être remis en question sans que le fait cesse d'être un fait. Je prends la définition de Perelman et Titeka. Mais si le fait est contesté, il perd son statut, il devient faux. Donc c'est pour ça que les fake news, ce sont des faits alternatifs qui, en quelque sorte, est confronté par des sujets qui veulent dire qu'ils sont faux. Donc, du fait de les contester,
alors ils doivent perdre les statuts de fait. Euh, et c'est intéressant de voir que les grands vérificateurs des, des fake news aujourd'hui, c'est justement les grands médias. Euh, Intéressant parce que on sait bien que les analystes de discours sont les plus grands critiques des médias depuis au moins une quarantaine d'années. Donc, je prends là une citation que j'emprunte à Jean-Claude Guérini, parce que j'aime bien Jean-Claude et j'aime bien ce qu'il fait. Donc, il dit une chose euh, qui est tout à fait pertinente, c'est-à-dire, il y a, il y a que faire une distinction entre la facette alétique et la facette épistémique, c'est-à-dire la première associée à l'opposition vrai-faux, qui apparemment ne laisserait aucune place aux gradations, et effacerait la trace du locuteur énonciateur. Par exemple, ce qui est vrai est vrai. C'est le résultat d'un jugement de fait, de réalité ou d'existence justifiable d'une validation ou d'une réfutation qui peut être partagée par la communauté compétente, par exemple, les, les contrôles intersubjectifs des scientifiques, la réfutabilité, etc. Et la facette épistémique consisterait à prendre en compte les locuteurs, et l'énonciateur, bien sûr, et les contextes de ces propos. C'est pourquoi nous pouvons parler de vérité comme d'une valeur. Guérini 2023. Ce qui est en jeu dans la polémique sur les fake news comprend l'opposition entre les jugements de réalité et les jugements de valeur. C'est-à-dire, on est dans l'argumentation et c'est pour ça que il paraît banal, mais ce n'est pas banal de parler de faits alternatifs dans la politique, parce que justement, la politique n'est pas le domaine propre où on juge la vérité. Bon, la désinformation telle qu'on la traite ici renvoie à une certaine rupture d'impact épistémique dans la société de notre temps. S'il y a un pacte épistémique, il serait en train d'être rompu. C'est-à-dire, l'opposition classique entre connaissance et opinion, qui est héritière de la tradition occidentale, pourrait être ce qui fondait un pacte épistémique autour des savoirs, des connaissances scientifiques d'une part et les opinions d'autre part. C'est-à-dire les problèmes de la réputation de la source, la réputabilité de l'opinion, de la doxa, donc depuis Aristote, c'est-à-dire la doxa qui comporte les opinions qui sont réputées. C'est pas toutes n'importe quelle opinion. Mais maintenant, on voit qu'on est en train de voir une rupture euh, de ce pacte épistémique, si c'est vrai qu'il existait avant. C'est-à-dire pas de compromis avec la référence factuelle, la monétisation du contrefactuel par les plateformes, par les influenceurs, c'est-à-dire on peut gagner de l'argent avec des faits alternatifs, on peut gagner de l'argent avec du contrefactuel sans aucune obligation de se référer factuellement et sans obligation aussi d'avoir des sources pour cette intégrité de l'information.
Donc, l'autorité de l'information critiquée, elle devient alors présumée. Il n'y a pas besoin d'avoir des valideurs, ni des conditions de vérificabilité. La source évidentielle est vide ou il y a une source qui n'est pas réputée. Il se met en scène de manière complète et autosuffisante. C'est moi qui le dis. Donc, ça peut être même un président. Hein. Euh, Ces médicaments vous allez vous soigner avec ces médicaments. J'ai pas de sources, j'ai pas d'évidence scientifique, mais je vous dis, prends ces médicaments, ça peut vous sauver la vie. De toutes sortes, si ça ne vous sauve pas la vie, tout le monde va mourir un jour. Donc, et, et ça, je suis bien sûr en train d'impliciter le discours de notre ex-président de la République au Brésil et même d'autres pays hein, qui ont suggéré aux gens de boire beaucoup de vodka et puis prendre un sauna. Le sauna allait vaporiser de l'alcool et du coup, l'alcool allait tuer des éventuels virus du, du, de la pandémie de Covid-19. C'est-à-dire, donc, on va prendre beaucoup de vodka parce que déjà, on aime la vodka et puis on aime le sauna, tout va bien. Ou sinon, je peux aussi vous suggérer de prendre un peu de liquide vaisselle, hein, parce que si on se lave la main et on tue des virus, pourquoi pas boire du savon liquide et pourrait marcher. Oui, mais il n'y a pas d'évidence. On s'en fout des évidences. Donc, c'est l'auto-vérité, bien sûr, la problématique que vous connaissez bien, la post-vérité, mais c'est quelque chose qui est en train de passer comme normal dans les discours politiques qui avant c'était des discours politiques marginaux, c'est-à-dire des gens insolites qui étaient dans la politique, pourraient avoir éventuellement un poste de député, mais pas plus. Mais maintenant, ils peuvent être des présidents de la République. Donc, il y a du pacte épistémique, on passe au pacte relationnel intersubjectif. Parce que moi, je suis un disciple d'un gourou, je suis un partisan d'un homme politique, donc ça suffit pour moi, parce que tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qui est dit conforte mes croyances, et ce que l'autre dit me produit une dissonance cognitive qui ne m'intéresse pas, parce que la dissonance cognitive, elle suppose une pensée critique qui, devant les évidences, peut changer d'avis. Mais je ne veux pas changer d'avis. Et alors, euh, je, je préfère ce qu'on appelle actuellement, vous savez très bien, le biais de l'information, c'est-à-dire des confirmations, le biais de la confirmation. C'est-à-dire, je ne vais pas savoir de ce qui peut changer mon point de vue, parce que cela est dur émotionnellement pour moi. Si la vérité vaut pour moi et pour toi, cela suffit pour moi. Donc la contrefactualité peut devenir norme et peut avoir des buts économiques majeurs parce que les bulles et la conformité peut monétiser beaucoup sur les plateformes. C'est la question qui intéresse, par exemple, toutes sortes d'influenceurs parce qu'ils doivent converger. Bon, bon, je passe à ça parce que
là, mon temps, il est déjà un peu... euh, mais je, mais je voudrais quand même arriver à une problématisation qui est importante, parce que je parle là des discours politiques et toutes les possibilités d'étudier ces problèmes de la toxicité. Mais je poserai aussi la question, est-ce que les médias aussi peuvent être toxiques? Elles sont là pour nous informer, mais le paradoxe, c'est qu'ils informent, déforment et désinforment en même temps. Donc, les questions qu'on qu'on pose aux médias depuis longtemps, au moins depuis une cinquantaine d'années, dans les sciences humaines, notamment l'analyse du discours, c'est si les médias créent-ils l'événement, s'ils fabriquent la réalité. C'est-à-dire, les médias sont les lieux où la réalité est fabriquée par la transformation des faits bruts en événements discursifs. La présentation des faits bruts falsifie-t-elle la réalité objective à travers des procédés de narrativisation, dramatisation, diversité des approches et processus de construction référentielle d'un même événement, les rôles de la subjectivité modale, axiologique, qui modifie la perspective et la diversité des points de vue possibles à travers le cadrage des événements et de la réalité, c'est-à-dire quels sont les enjeux politiques, économiques qui influencent la production de l'information. Autant de questions, bien sûr, qu'on n'aura pas le temps de discuter ici, mais qu'on la connaît, bien sûr, tous. L'un des problèmes, que je crois qui n'est pas un problème marginal, c'est la concentration de la propriété des médias. Ça peut être aussi toxique. C'est-à-dire parce que la concentration de la propriété des médias, qui c'est une réalité majeure aujourd'hui, elle produit potentiellement une convergence des médias. Il s'agit d'un processus par lequel un nombre restreint d'individus ou d'organisations contrôle des parts importantes des médias de masse. Des recherches mettent en évidence des niveaux de consolidation croissants, de nombreux secteurs des médias étant déjà fortement concentrés, quelques entreprises qui travaillent dans d'autres secteurs, par exemple les secteurs d'armement, des secteurs du luxe, des secteurs des supermarchés, des secteurs automobiles, qui deviennent les grands propriétaires des médias. Bien sûr, les influences entre le monde économique et les médias a toujours existé. Ces rapports, ils sont connus. Mais maintenant, on est en train de dire qu'il y a une concentration dans la propriété. Chomsky et Herman avaient déjà montré ça il y a longtemps, hein, par rapport aux médias américains. Mais partout, maintenant, les médias deviennent concentrés. Et les médias indépendants ou locaux disparaissent ou restent marginaux. Ils restent marginaux simplement, elles, elles passent à servir de relais à ce que médias, à ce que les médias concentrés publient. Il n'y a pas vraiment de travail journalistique, c'est du travail de reprise de ce que les médias de référence font. Bon, vous connaissez tout, mais là, il y a un exemple, hein, de la concentration. Il y a les magnats de presse et il y a les groupes, le nom du groupe dont ils sont propriétaires et les principaux médias qui sont associés à ces détenteurs de la propriété des médias. Donc, il ne faut pas quand même... bon, évidemment, là, c'est un enjeu important pour la démocratie. Est-ce que ça,
ne pose pas de problème de voir des gens, par exemple, qui sont dans la, dans l'industrie d'armement, qui contrôlent ce qui va être publié des conflits, des guerres dans le monde, par exemple. Hein. Donc là, c'est en France, mais ça se passe un peu partout. Des- la plupart des médias brésiliens, si vous voulez, est concentré par des hommes politiques ou des pasteurs, des gens des églises, par exemple, évangélistes. C'est-à-dire que si les hommes politiques détiennent, concentrent, c'est un phénomène particulier, c'est-à-dire la propriété des médias importants, dans la télévision, la radio, la presse écrite, l'Internet, etc. Il y a un problème par rapport à l'information aussi et à ces problèmes que j'ai dit de la toxicité, parce que ça peut inciter les gens à aussi concentrer leur pensée, leur attention cognitive à une réalité qui est montrée. Bon, je pouvais montrer ici, mais j'aurais pas le temps, je parlais déjà 1 heure, presque. Mais je vous ai apporté des corpus sur les problèmes des discours politiques toxiques. Je vais simplement montrer, par exemple, ben ça, ce sont des choses assez connues, comment dans les élections, certaines stratégies de désinformation ont été importantes dans les élections, des groupes politiques pour diffamer, pour détourner le débat en faisant circuler des fake news, par exemple, les fake news selon lesquelles un candidat, par exemple, dans ces cas-là, Lula, mais ça peut être un autre, hein, mais je parle de j'apporte cet exemple parce qu'il a été très important. On parlait même d'une guerre sainte pendant les élections de 2022 entre les deux candidats, Bolsonaro et Lula. Par exemple, la, une certaine, certains groupements politiques diffusaient partout qu'il y aurait une persécution des chrétiens par la gauche et Lula si elle gagnait les élections. Donc, on travaillait même avec des deep fake news en faisant de l'imputation énonciative des faux points de vue à Lula, même avec des vidéos truquées, falsifiées, dans lesquelles il dirait des choses qu'il n'avait pas dit. Donc, des fake news associant, par exemple, Lula au satanisme, ça a été très fort, hein, avec des images de Lula, avec des gens qui étaient liés à l'église sataniste. Il y a une église sataniste, un type qui a inauguré une église digitale dédiée à la, à l'idolâtrie du diable et ils ont associé le PT, le Parti des travailleurs et Lula à cette personne et cela provoque des réactions dialogiques importantes dans la campagne électorale, c'est-à-dire on passe des semaines pour recadrer un certain ethos du candidat diffamé euh, dans une manière qu'on n'avait jamais vue. On n'a jamais vu, par exemple, un candidat de gauche qui doit prouver qu'il est un bon chrétien et qu'il prie. C'est-à-dire, la campagne a dû produire des matériaux pour être diffusés dans tout le Brésil, qui est un pays énorme, pour dire que Lula n'avait rien à voir avec le diable
et qu'il croyait en Dieu, qu'il n'avait pas de pacte satanique, etc. Donc, avec des photos où Lula priait, ce qui, même pour un souteneur de Lula, c'était ridicule. Non, parce que les gens de gauche soient des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne soient pas religieux. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est pas de la politique, du débat politique, passer tout un temps de la campagne avec des images où il prie, où tout le monde doit prier. C'est-à-dire, l'élection, du coup, devient un débat religieux et pas un débat politique républicain avec tourné vers des projets de société. C'est-à-dire, on ne discute plus rien de ce que seraient des projets de société pour discuter pour être dans le piège de la toxicité. C'est ça. Donc, les scientifiques aussi doivent réagir parce que il y a beaucoup des enjeux politiques électoraux qui sont euh, négationnistes de la science. Ils ont découvert que ça porte des voix. Donc, les gens des sciences doivent aussi dire, se prononcer, aller à la télévision, produire des matériaux pour être diffusés un peu partout, pour dire, non, voilà comment les scientifiques travaillent, c'est pas ça, etc. Il y a beaucoup de fake news, etc., etc. Donc, la société entière se mobilise pour faire face au discours politique toxique et du coup, on ne discute pas beaucoup euh, d'autres choses. C'est ce qui a fait Trump, par exemple, lorsque dans un débat important dans les élections américaines, il commence à dire que euh, les immigrants et le thème de l'immigration, qui est un thème légitime, euh, qui peut être discuté, qui est complexe pour que les gens comprennent, il est réduit à des questions dérisoires, avec même un côté humoristique qui paraît atténuer la responsabilité de l'acteur politique, parce que justement, il ne veut pas qu'on discute de l'immigration, il va simplifier les choses en disant qu'il y a en Springfield, il y a des gens, des immigrés, qui mangent les chiens, les chats, les animaux des compagnies, des résidents dans cette ville. Du coup, c'est tellement toxique qu'il produit des effets immédiats. Beaucoup de voitures brûlées dans la ville, des gens qui sont agressés physiquement, des dizaines de menaces à la bombe, etc. Parce que dans un débat, un candidat a dit ça. Ah non, non, mais ça, c'est pas bon pour lui. C'est bon pour lui parce que pendant les 30 jours qui se sont suivis, euh, on n'a parlé que de cette surassertion de Trump sur les immigrés qui mangeaient des chiens, des chats et des animaux des résidents. C'est-à-dire, c'est une façon d'intoxiquer, d'empoisonner le débat sur l'immigration même, parce qu'on ne veut pas que les gens montrent la complexité de la chose, parce que la complexité de la chose pourrait engager une mobilité empathique des citoyens, alors que la simplification bloque toute mobilité empathique parce que c'est l'horreur. Et, et ça, on ne veut pas. On ne veut pas des gens qui mangent des chiens chez nous. Ou sinon, lorsqu'il dit que les immigrés euh, détruisent les sangs de notre nation, c'est-à-dire c'est notre déclin, hein? C'est le fin, c'est la fin de la nation parce qu'ils sont en train de détruire notre sang. Et il n'a pas dit exactement comment ça se passe parce que c'est pas le cas d'expliquer, c'est pas un discours explicatif, c'est pour produire des effets perlocutionnaires. Donc, ce sont des discours de haine, discours d'anéantissement d'une altérité,
d'anéantissement d'une altérité, pardon, contre un groupe vulnérable, réduction de l'autre à l'état grotesque, animalisation par la dérision. Parce que la dérision, c'est cette sorte de stratégie qui s'approche de l'humour, mais que c'est une moquerie dédaigneuse, une raillerie mêlée de mépris, du sarcasme. Ça fait rire et en même temps, c'est dégoûtant. Donc, la dérision est utilisée par tous les hommes politiques avec les mêmes buts. Bolsonaro a plusieurs déclarations où il utilise la stratégie de dérision. Milei en Argentine, le type, il paraît être un peu fou, mais en même temps, ça produit un effet d'authenticité. Non, il n'est pas fou, il est authentique, original, etc. Et c'est ça, ces gens-là, ils détruisent notre nation. Donc, alors là, il n'y a pas de débat possible sur la complexité d'un problème qui ne va pas être résolu de cette façon. Donc, Gilles Deleuze disait que la dérision et certaines formes de sarcasme marquent la bassesse d'une pensée. C'est la bêtise comme les symptômes d'une bassesse. Cette bassesse est le règne des valeurs mesquines ou la puissance d'un ordre établi. Et peut-être qu'on est en train de banaliser cette forme de mépris. Bon, Bolsonaro aussi, il a des exemples où il dit, par exemple, qu'il est allé dans une réserve quilombola. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Quilombola au Brésil, ce sont des communautés, des milliers de communautés, des gens, d'habitude des gens noirs, qui, ont des, qui sont des descendants d'esclaves. Hein, et beaucoup d'esclaves qui se sont enfouis pendant l'esclavage au Brésil et qui ont fondé des petits villages. Et aujourd'hui, c'est institutionnalisé. Il y a les quilombas. Ce sont des espaces institutionnalisés, protégés. Euh, et Bolsonaro simplement va, dans un discours pendant les élections, il dit qu'il je suis allé dans une réserve quilombola. Voyez, les quilombolas les plus maigres que j'ai vus là-bas pesaient plus de 7 arrobas. Arrobas, c'est une unité de mesure pour les bétails et qui aussi était utilisée à l'époque de l'esclavage au Brésil pour mesurer les poids des Noirs qui arrivaient d'Afrique. Donc, avec cette phrase-là, il a réussi à être diffusé à des millions de reprises sur les médias euh, euh, sociaux, aphorisés, détachés à des milliers de reprises. Donc, c'est ça, des, des petits exemples qu'on peut utiliser la dérision, parce que ça paraît quelque chose humoristique, mais c'est très sérieux, parce que c'est désinformationnel aussi, parce que une discussion sur le quilombola nous oblige à discuter de la complexité historique de ces gens, de ces peuples, de ces petits villages. Mais là, comme c'est un territoire fantôme, c'est-à-dire on n'en parle pas beaucoup dans la presse, ce sont des espaces invisibles. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est un quilombola. Alors, ce qui va circuler, c'est ces gens-là, ce sont des gens très proches des animaux, donc il faut les déloger parce qu'il faut occuper tous ces espaces où ils habitent, comme on fait par exemple par rapport aux Indiens. On fait la même chose par rapport aux Indiens de l'Amazonie. Donc, je vais m'arrêter par ici parce que là, j'aurais beaucoup de choses Oui, à il vous faudrait dire, peut-être mais arriver à la fin. oui, là, je simplement
fait des schémas et plus des exemples qui circulent beaucoup, mais on n'aura pas le temps de parler de tout ça. Ça ne serait que des exemples des discours politiques, des informationnels, des gens qui occupent des postes importants, hein. Ce ne sont pas n'importe quelle zone politique, ce sont de désinformations qui désintègrent l'information intentionnellement parce que ça permet de mobiliser des gens et de les détourner des discussions qui seraient, disons, plus harmonisées à l'idéal dont parle l'ONU de l'intégrité de l'information. Il n'y a pas d'intégrité de l'information dans un, dans un tel environnement. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, conclusion, les discours politiques toxiques, c'est ça, c'est une violence symbolique qu'on peut analyser euh, dans toute sa complexité. C'est un discours dissipé à travers un langage aux termes et significations violents, dont l'objectif peut être de disqualifier quelqu'un ou quelque chose, mais avec la particularité la plus importante de contaminer la discussion et l'essence qui émerge de ces actes de discours. Une caractéristique distinctive, c'est l'effet dans la circulation et la légitimation de ce type de message, ce qui fait que ces discours sont vite perçus comme majoritaires et dominants dans la sphère publique. Et sa délégitimation rapide dans ces espaces. Ces pratiques langagières empêchent la tenue des discussions structurantes et rationnelles, entre guillemets, des problèmes des sociétés. Bon, et c'est ça. Merci beaucoup et excusez-moi d'avoir dépassé mon temps. Merci beaucoup pour cette conférence si claire et si actuelle. Il y a le moment maintenant pour des questions et des commentaires. Je peux peut-être commencer avec un, un commentaire. Je pense que le mensonge, c'est une chose. Et en fait, il y a toujours une lutte entre les citoyens, entre les gens de tous les jours sur la qualité de leurs idées, de leur savoir. Et ça, je pense que c'est pas forcément problématique. Bien sûr, en fait, c'est problématique dans la mesure où les mensonges sont propagés sur une échelle industrialisée à des fins quasiment guerrières. Mais je pense que la problématique des discours toxiques, c'est encore plus profond. Parce que, bien sûr, en fait, il y a des problèmes moraux dans la société qui sont exploités à des fins assez stratégiques, personnelles, commerciaux, politiques. Et du coup, voilà, les acteurs propagent les mensonges. Mais au fond, je pense qu'il y a aussi un problème, une source qui est beaucoup plus difficile à résoudre par une décision, oui, c'est faux ou vrai, parce que souvent, en fait, les discours, ils sont le produit des conflits de valeurs. Euh, et notamment les grands débats sur l'immigration, la justice sociale, souvent, en fait, on voit derrière une lutte entre valeurs incompatibles qui donnent des perspectives, des positionnements, euh, voilà, parfois assez violents. Et notamment, en fait, l'immigration, il y a un conflit entre les valeurs, les mécanismes du fonctionnement de l'État-nation, avec cette idée qu'il y a des gens intérieurs et extérieurs,
et l'idée d'une humanité universelle avec les droits de l'homme, etc. Et donc, en même temps, l'État-nation essaye de propager les droits de l'homme, mais en excluant ceux qui ne sont pas des membres de cette communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui est ensuite exploité par des acteurs pour discriminer les immigrés. Et, mais au fond, je pense que c'est difficile à vraiment résoudre cette problématique par une décision sur le caractère mensonger ou véridique de ce discours, puisque voilà, il y a vraiment un conflit dans la société qui est au fond pas difficile à résoudre. Et c'est pour ça que voilà, les gens qui participent dans ces débats toxiques, souvent ils viennent de certains contextes où ils mobilisent certaines valeurs, certains critères de jugement, et puis ces discours sont retraduits, recontextualisés dans d'autres situations qui font que voilà, d'autres critères et valeurs sont mobilisés. Et il y a donc cette contradiction entre les logiques différentes. Donc je pense que mon commentaire, ce serait un peu euh, de penser sur ces différents qui sont derrière parfois, qui sont euh, qu'on ne peut pas résoudre de manière claire avec un positionnement d'un sujet vrai. Euh, Bon, on va peut-être laisser la parole aux autres et puis ouais. Et je Martin, peux commenter. bien sûr. Oui, merci. Wander, j'aimais beaucoup ce que tu as dit. C'est complexe, il y a beaucoup de questions à réfléchir, mais je voudrais savoir ton opinion sur une question. Tu as parlé de la monétisation de l'information et je crois que c'est très, très important et ça devient un pouvoir aujourd'hui qui est difficile à mesurer. Et puis, tu as parlé du rôle de médias, mais je crois que les médias et plus les social media, c'est un problème qui devient encore plus influentiel, si on peut dire ça en français, je ne sais pas, euh, pour cette toxicité et fake news. Et je te demande ton opinion sur l'intelligence artificielle, que je crois que fait le monde de l'information encore plus complexe et la valeur qu'on lui donne comme une intelligence supérieure fait que que l'évidence là-bas est plus, euh, la crédibilité devient plus haute, un degré plus haut. Merci Ah, très bien. Martha. Et voilà, si tu veux répondre maintenant, ou on prend Alexandre qui a aussi une question. Oui, 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 tout à fait. Ok, alors Alexandre? Alexandre. Ah, bonjour à tous, merci de me laisser la parole et merci pour votre présentation, Vander. Alors, c'était pas vraiment une question, mais une remarque générale sur ce à quoi m'a fait penser votre présentation, justement, Euh, notamment sur cette problématique de l'ère de post-vérité. On l'a vu, vous l'avez bien montré avec les exemples, avec Jair Bolsonaro, pardon, par exemple. Je pense aussi à Trump qui a ouvert cette nouvelle fenêtre d'Overton. Euh, je me dis qu'il y a enfin, il y a une urgence en fait à sanctionner ces discours toxiques euh, parce que justement, j'ai l'impression, enfin, et dans les faits, ça me semble réel, ils permettent d'asseoir en fait l'autorité politique, d'accéder au pouvoir. On l'a vu avec Trump, avec Bolsonaro, mais également de légitimer des décisions politiques qui sont très importantes, très clivantes. Je pense à Boris Johnson avec la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Euh, cette toxicité, voilà, il faut ouais, trouver un moyen. C'est une problématique qui est très vaste, vous l'avez bien montré.
il y a une urgence, alors je ne sais pas si c'est au domaine scientifique de produire complètement, mais de sanctionner d'une façon ou d'une autre cette propagation des discours toxiques. Voilà, c'est ça que ça m'a fait penser. Je vous remercie d'avoir donné la parole. Bon, merci, Alexandre. Bon, je crois que je pourrais simplement commenter bon, par rapport à comment contrôler ça. C'est pas vraiment aux scientifiques de le faire, euh, euh, mais il y a eu un effet sur le monde scientifique. Je vais donner un exemple du Brésil. Pendant la pandémie, euh, on n'a jamais vu autant de scientifiques parler à la télé. C'est-à-dire, tout le temps, les scientifiques étaient à la télé. Et ce n'était pas pour conforter les gens, c'était plutôt pour réguler l'information et montrer comment les scientifiques travaillent. C'est-à-dire, la plupart des interventions des scientifiques étaient plutôt pour réagir contre les fausses informations qui circulaient et pour montrer comment c'était le travail des scientifiques. Donc, ça a donné un premier effet, à mon avis, positif, d'une part, parce que on voyait les, les hommes, les femmes scientifiques sortir du cadre de l'université et de leur laboratoire pour aller aux médias et expliquer certaines choses. D'autre part, il y a quand même quelque chose que je voyais un peu comme négatif, c'est que à force de réagir contre les fausses informations finissaient pour gagner plus d'espace. C'est-à-dire, ils étaient diffusés beaucoup plus parce que aussi, ils étaient relayés soit par les médias, soit par les scientifiques eux-mêmes qui se plaçaient dans l'obligation, disons, d'expliquer les choses. Mais en tant que phénomène de société, c'était positif, c'est-à-dire le débat public s'alimentait d'explications. Il est apparu aussi un personnage intéressant qui c'était les YouTubers qui ont ouvert beaucoup des canaux sur YouTube pour la vulgarisation scientifique. Et moi, j'ai eu un thésard qui a travaillé sur ça et c'était très intéressant parce que c'était des YouTubers qui, euh, qui, qui, qui faisaient justement une interaction dialogique avec les antisciences. Donc, ils répondaient aux sujets anti-sciences d'une façon un peu empathique, en disant, voilà, vous pourriez avoir raison. Donc, je suis en train de voir ce que vous avez oublié. Ce n'est pas vrai, mais vous auriez pu raison. Mais je vais vous montrer comment la science pense ce que vous avez écrit, c'est-à-dire pour expliquer où était l'erreur de la pensée négationniste de la science. Donc, il est apparu tout un tas d'interactions nouvelles, mais qui avaient pour fond les gens des discours anti-science. Donc, c'était assez intéressant. Ah, mais moi, par exemple, je travaille de certaine façon en cartographiant les initiatives institutionnelles, par exemple. Qu'est-ce que l'ONU propose? Qu'est-ce que l'Amnesty internationale propose? Qu'est-ce que les parlements, par exemple, j'étais en train de discuter avec les Suisses, qu'est-ce que le Parlement suisse propose actuellement euh, euh, par rapport au problème des fausses informations, etc. Qu'est-ce que les parlements ou
la Cour suprême au Brésil propose, parce qu'il y a des projets politiques, des projets de loi contre les fake news, contre les fausses informations, et que ça devient un débat de société. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut pas faire ça parce que c'est la liberté d'opinion constitutionnelle, etc. Et ça mène un débat assez intéressant parce que il y a quelques mois, il y a un ministre, un juge très important au Brésil qui a fait toute une conférence par rapport à ce débat. Qu'est-ce que la liberté d'expression garantie constitutionnellement, etc., pour que les gens ne confondent pas que la liberté, c'est ça. J'aime bien la, la discussion proposée par Charodot, par exemple, sur les contrats de communication. Et moi, je prends cette notion et je vais discuter comment l'idée des contrats sociaux a commencé avec Rousseau. C'était pas la liberté naturelle, c'est justement la garantie d'une liberté conventionnelle. Donc, il y a aussi Hannah Arendt qui a beaucoup parlé de cette question des rapports entre les citoyens, l'État, l'opinion publique, la vérité, hein, la vérité politique, une grande discussion géniale qu'elle fait. Et par rapport au problème de l'intelligence artificielle posé par Martha Chiro, c'est un autre élément qui vient entrer dans le débat parce que d'abord d'une façon négative, c'est-à-dire l'intelligence artificielle en tant qu'elle permet euh, la construction de deep fake news de toutes sortes, c'est-à-dire des images, de la parole, toutes sortes de trucages, et d'autre part, les rôles de l'intelligence artificielle aussi, peut-être plus positifs, qui c'est de lier à l'intégrité de l'information, c'est-à-dire, mais les grands problèmes semblent liés à qui c'est qui contrôle cette intelligence artificielle, c'est-à-dire si c'est les gens qui sont propriétaires des plateformes, alors là, on a un problème qui peut-être est plus important que le problème que je parlais ici de la convergence des médias par les grands milliardaires qui contrôlent la plupart des médias, pas seulement en France, mais partout ailleurs. C'est-à-dire, maintenant, ils ne se bornent pas à influencer les médias à partir de l'annonce. Avant, on disait, bon, l'effet d'annonceur peut polluer l'information médiatique, mais maintenant, ils sont les propriétaires. Donc, comme les propriétaires des plateformes peuvent aussi induire toxiquement les plateformes et l'intelligence artificielle. Il y a un livre d'une américaine, Katie O'Neill, qui parle de ça, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle est construite sur la base des modèles toxiques. Elle parle justement, son livre est sur ça, il y a même dans le titre les modèles toxiques de l'intelligence artificielle. Et comme c'est une spécialiste, c'est pas moi, je ne suis pas spécialiste en intelligence artificielle, mais elle, si, elle est une spécialiste informatique, données, algorithmes, et elle parle d'algorithmes toxiques qui sont posés là-bas et qui, on est en train de discuter par rapport aux caméras qui filment les gens, l'usage par la police. Au Brésil, il y a plusieurs cas de caméras qui donnent la face des criminels alors qu'on a prouvé que la plupart de ces images sont des criminels noirs et qui, beaucoup, ont été confondus avec des citoyens qui n'avaient aucun passage par la police. Mais du fait d'être noirs, l'intelligence des caméras
on construit des images des gens qui étaient tout à fait innocents. Donc, c'était une intelligence artificielle, disons, raciste à la base. Elle cherche plutôt dans la communauté noire. Et après, et ensuite, elle commence à créer des images plus claires. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est un sujet tout à fait important. Merci. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Il y a un commentaire dans le chat ici de Mathieu. Peut-être Mathieu, vous voulez le lire ou reformuler? Personnellement, il me semble assez clair que Il y il n'y a a pas de Patrick. possibilité de neutralité, mais voilà, vous voulez peut-être expliquer un peu? Je crois qu'il y a Patrick qui a réagi, mais je ne sais pas s'il veut réagir. Ton micro est. On t'entend pas? On on t'entend pas, Patrick. Il y a ton micro qui est éteint, qui est muet. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, ça va. J'avais mis la petite main, mais elle disparaissait au fur et à mesure que je la mettais. Ah, d'accord. Merci. Parce que tu nous as fait un magnifique panorama un peu de tous les problèmes qui se posent à propos de la toxicité. Et moi, du point de vue d'analyse, je vois surtout trois grandes problématiques, d'ailleurs, que tu as passé en revue, hein. Alors, l'une, c'est de savoir si le discours en lui-même est porteur de marques, il y aurait des marques même de la toxicité, et tu as bien dit que il ne suffit pas de se remettre aux marques, mais qu'il faut contextualiser et que des discours qui n'auraient pas d'aspect insultant, grossier, etc. en soi, finalement, dans un certain contexte, peut le devenir. Bon, donc ça, c'est quand même une première problématique. La deuxième problématique, c'est par rapport le discours par rapport à la réalité, et là, on est dans toute la question du mensonge et des vérités alternatives et de la post-vérité. Et là, c'est vraiment un gros problème. D'ailleurs, il va y avoir un prochain numéro de la revue Mots sur le mensonge en politique. Dieu sait s'il y en a eu, mais est-ce qu'il y a de nouveaux mensonges en politique? Et effectivement, les vérités alternatives posent un gros problème parce que, à la limite, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de mensonges en politique, puisqu'il n'y a que des vérités alternatives. Donc, ça pose un gros problème sur le plan des valeurs sociales et de la connexion sociale. Bon. Et puis, il y a une troisième problématique, c'est là-dessus que je voudrais t'interroger, et par rapport aux effets que produit. Alors, quand on veut travailler sur les effets, évidemment, on peut toujours envoyer les choses à la sociologie et dire, bon, ben, il faut faire une enquête en réception, une enquête de terrain, etc. Mais déjà, en rassemblant des corpus des réactions, on s'aperçoit que le jugement de toxicité change selon le point de vue de qui juge. Ça nous renvoie toujours à la question de qui juge. Prends trois exemples. La question du politiquement correct. Bon, eh ben, pour ceux qui sont pour le politiquement correct, ils jugent que ce qui est incorrect est d'ordre toxique. Mais pour ceux qui veulent défendre l'incorrect, au nom de ce que c'est toujours possible, ils diront que tous les discours de politiquement correct sont toxiques. Je prends l'exemple qui s'est produit en France à propos du voile. Il y a le point de vue de ceux qui défendent le port du voile au nom de la liberté et qui estiment que les discours contre ou interdisant le voile sont d'ordre toxique, et puis inversement. Et enfin, un troisième exemple qui en ce moment est très d'actualité en France avec la question de la fin de vie, c'est tous les discours sur la bioéthique, la procréation médicalement assistée, etc., qui est que selon le point de vue que l'on prend, la toxicité est attribuée à l'autre, forcément, hein. C'est-à-dire ceux qui sont pour la fin de vie, bon, ben, ils attribuent le discours inverse comme toxique, et puis inversement. Donc la question, justement, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut prendre en compte
tu vois, les effets produits en s'interrogeant sur le qui juge de la toxicité. Oui, très intéressant. C'est ça le grand problème. Je crois que là, c'est la frontière un peu de la recherche, parce que déjà, c'est très difficile pour nous, analystes de discours, de travailler sur les effets potentiels, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis des effets possibles, des effets en tant que possibilité perlocutionnaire, c'est-à-dire, mais il faut le faire. C'est-à-dire, il faut, moi, en ce moment, je suis très intéressé aux, aux chercheurs qui travaillent avec des dispositifs, par exemple, informatiques, qui travaillent sur les réactions citoyennes au discours politique. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. S'il y a des gens dont les croyances sont tellement cristallisées qu'ils sont déjà des adeptes d'un ou d'autre acteur politique, ils vont juger d'une façon tout à fait antithétique la notion même de toxicité. C'est ce que je suis en train de dire dans une partie plus, plus large de mon travail par rapport à la dichotomisation en ce moment au Brésil. Si on prend les bolsonaristes et les autres qui sont anti-bolsonaristes, ils pratiquent, et je montre ça, ils pratiquent parfois les mêmes stratégies, y compris des stratégies que dans, dans le livre que je suis en train de préparer, je associe à une matrice propagandistique nazie. Oui, c'est un peu compliqué, je sais, mais j'ai étudié un peu certaines formes de la propagande nazie, surtout celles concernant l'usage des images, et je vois qu'ils utilisent des procédés, même s'ils ne sont pas conscients, hein, mais ils utilisent des procédés qui sont assez similaires à ce que les nazis utilisaient pour, pour parler des juifs et pour construire dans la société allemande un dégoût pour les juifs. Par exemple, des images animalisées des juifs, représentés comme des rats, comme des cafards, etc. C'était ce qu'on a vu aussi au Rwanda. Hein? Et, ils utilisaient beaucoup les mots cafard pour justifier l'abattage de l'antagoniste. Donc, je montre que ils utilisent parfois parce qu'ils sont déjà dans des positions qui sont assez figées. Et ça, ça me permet de reprendre des travaux sur les biais des confirmations, sur les croyances cristallisées, etc. Mais à part ces gens-là, qui sont très importants, ils décident effectivement les élections. Il y a toute une autre partie de la société qui n'est pas aussi, disons, conformiste que ça. Je travaille avec des données aussi qui montrent qu'une grande partie des gens qui ne votent plus, au Brésil, ça s'approche presque de la moitié des électeurs potentiels. Ils ont une image qui, ça ne vaut pas la peine de voter ni pour l'un ni pour l'autre parce qu'il n'y a pas de représentants. Je suis, je suis plutôt préoccupé par ces gens-là. C'est-à-dire pourquoi ils sont si déçus de la démocratie. L'érosion démocratique, je crois, hein, c'est une hypothèse,
elle se mesure un peu par rapport à ces citoyens-là, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vraiment dans cette toxicité. Donc, ils sont un peu plus capables peut-être d'être inquiétés et de juger autrement. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que je cherche des gens. Je sais qu'il y a, par exemple, des recherches très importantes qui identifient et qui mesurent les réactions citoyennes de façon quantifiée, y compris quantifiée sur des réactions, des déclarations politiques. C'est-à-dire, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Patrick, que c'est pas facile. C'est pas facile. Et la notion même, tout le temps, je reviens sur cette notion pour dire elle est assez compliquée à traiter. Il faut la repérer par rapport aux marques, mais il faut quand même montrer que c'est dans les contextes que ça produit des réactions un peu partout et que ça montre certains moments de la société où une déclaration intensifie beaucoup les réactions émotionnelles un peu partout qui apparaissent sur les médias, etc. En ce moment, par exemple en France, il y a un problème qui c'est très difficile à analyser en ce moment, surtout pour ceux qui sont français, ils sont dans les contextes de la politique française et qui sait toute cette chose-là par rapport aux déclarations de Mélenchon, LFI, etc. Comment il y a une convergence des médias traditionnels. Moi qui suis un peu distant de ça, je vois, mais il y a quelque chose d'important là pour être analysé, mais qui a effleuré un peu les sangs des uns et des autres, parce que vous êtes en contexte électoral, etc. Mais merci beaucoup. Tes Merci. réflexions me font toujours penser. On a une autre intervention ici de Jean-Claude Guérini. Jean-Claude, il y a ton micro qui est moué. Je mets le son. Ah, c'est bon là? Maintenant, Oui. c'est bon. Oui, oui. Oui, alors merci beaucoup, Vander. C'est effectivement un chantier gigantesque, hein, très très important, très important. Et c'est bien d'avoir un éclairage qui vient d'ailleurs que justement de l'univers dans lequel on circule soi-même, quoi. Alors, j'ai une remarque sur un point que tu as, enfin, qui est apparu dans la manière dont tu parles des fake news. C'est-à-dire que, et c'est pas que toi, hein, c'est assez généralisé, dans certains cas, on parle de faits alternatifs ou de vérités alternatives. Et puis à d'autres moments, tu as utilisé le terme de fausses informations, hein. Et ça me paraît un point important. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la mesure où on dénonce l'utilisation de fake news, il est important de ne pas utiliser le vocabulaire des gens qui ont installé justement cette notion de faits alternatifs, hein. C'est-à-dire que c'est bien effectivement une secrétaire, ou je ne sais plus très bien, de Trump, qui, au moment des événements du 6 janvier aux États-Unis, a fait entrer cette expression de faits alternatifs dans le discours public. Et à partir de là, on s'est mis à parler de la... Ça a d'abord fait rigoler, et puis ensuite, on continue à utiliser ce terme, c'est-à-dire des faits alternatifs ou des vérités alternatives. On le dénonce, mais en même temps, on fait circuler le mot. Et ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait justement une sorte de vigilance à l'égard de ces décisions terminologiques, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de fake en anglais, c'est faux ou c'est truqué, quoi, hein. Et donc, il faut que dans le langage qu'on utilise, on fasse apparaître le mot faux, enfin de fausses nouvelles, tout simplement. Ce sont des fausses nouvelles, hein. Et donc, se battre justement sur l'établissement de faits à partir des communautés compétentes, etc.
Alors, il y a un autre point que je voulais. Alors, donc là, je voulais savoir si tu avais réfléchi justement à ça. Si tu, et un autre point, alors, sur lequel je voulais intervenir, et j'étais tout à fait d'accord avec l'intervention de Johannes Angermüller là, sur la question des conflits de valeurs. Tu peux t'en douter, évidemment, hein. C'est-à-dire que ça me paraît tout à fait essentiel. C'est-à-dire que dans l'action publique, la vérité importe dans la mesure où il y a des éléments qu'on peut partager, bon, des faits qui sont avérés, qui sont établis. Et puis, il y a tout le domaine de l'opinion sur ce qu'il est préférable, souhaitable de faire, etc. Voilà. Et là, évidemment, en politique, c'est capital. Mais on ne peut pas dire non plus qu'en politique, la vérité n'importe pas. Au contraire, enfin, je veux dire, c'est à partir de faits qu'on peut établir et partager qu'ensuite on discute sur ce qu'il en est. Alors, ça peut être quelquefois mélangé, on est bien d'accord, hein, mais c'est quand même deux éléments différents. Alors, la question qui est posée justement au centre de tout ce que tu as fait, c'est la question de la liberté d'expression. Voilà. C'est-à-dire que le débat qu'il y a apparemment au Brésil, mais également en France, et avec la sortie de J.D. Vance à Munich en même temps, hein, c'est oui, avec la régulation, en fait, vous voulez empêcher l'expression des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, hein. Et c'est tout le problème aussi du positionnement des plateformes. C'est-à-dire que des plateformes et des réseaux enfin des gens de la, comment dire, euh, des grandes, enfin j'arrive pas à retrouver, de Facebook, etc. Enfin, tous les réseaux sociaux, là. Euh, il a été question de leur demander de faire une régulation et ils ont lâché le truc, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut réguler l'ensemble de la circulation des informations? Et comment est-ce qu'on peut empêcher les discours de haine? Ça paraît difficile. Alors, d'ailleurs, les discours de haine, on peut en trouver de tous les côtés. Je veux dire qu'il y a des discours de haine antifascistes qui sont parfaitement légitimes, hein, je veux dire. Alors, de haine, entre guillemets, mais il n'empêche que je conçois très bien qu'on puisse avoir beaucoup disons, de virulence et de véhémence à l'égard de gens qui sont des héritiers des nazis, etc. Donc, la question qui se pose, c'est une question, à mon avis, extrêmement difficile. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour défendre effectivement la liberté d'expression tout en ménageant, tout en ayant quand même soin des gens qui sont victimes des réseaux sociaux, des fausses informations, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et je trouve que ce que tu fais, justement, de repérer les institutions qui font des propositions, là, comme ce que tu dis à propos d'Amnesty International, mais également d'autres institutions, celles de l'UNESCO, etc., ça me paraît très intéressant, hein. Avec effectivement en tête l'idée que il faut que cette liberté d'expression, elle permette effectivement l'expression. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement un hobby qu'on agite comme ça, alors qu'en fait, on veut empêcher les discours, hein. Parce que bon, on peut très bien évoquer, par exemple, dans un message, des discours de haine, et s'il y a une machine qui nous dit, ah, vous avez utilisé tel et tel terme, et c'est inadmissible. Non, j'ai l'impression que effectivement mon expression est empêchée, hein. Donc voilà, c'était les remarques que je voulais faire à propos de ton intervention. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Non, toutes les remarques que tu as faites là sont très pertinentes. Et voilà, ce sont des préoccupations qui sont les miennes aussi. Sur les questions des faits alternatifs, vérité, voilà, c'est ça, ça a apparu avec euh, Trump et la question là de la cérémonie et de l'image truquée. Mais il y a des gens qui ont repris ça même dans, dans la philosophie, hein. Euh, mais c'est ça. Donc,
une chose, c'est parler, voilà, là, c'est fake news. Il n'existe pas. Autre chose, c'est il y a là un problème posé qui intéresse même à la philosophie Mhm. Parce et qu'en fait, certainement, en fait, oui, un dénonçant, mais aussi en faisant de ça un objet intéressant aussi pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, si on prend l'analyse du discours et même la rhétorique, nous ne sommes pas des positivistes, hein. C'est-à-dire, on sait bien que la vérité, elle n'est pas facile à trancher. Donc, et comme scientifique aussi, on sait qu'on ne produit pas des vérités, ou sinon que des vérités provisoires, etc. Donc, ça pose un problème lorsqu'on parle, nous qui sommes de certaine façon assez relativistes. Moi, je parle toujours avec, lorsque je parle de ça, il faut se préoccuper quand même de ne pas tomber dans un relativisme radical et dire que la vérité n'existe pas. C'est-à-dire, ou au moins comme un idéal de société, ou sinon lié à l'éthique, peut-être pas à la morale. Donc, ce sont des discussions qui, je crois, qui sont très intéressantes. Et par rapport à la question de la liberté Excuse-moi, d'expression, Vander, je je crois que c'est pense le que point en le fait, plus important. Ah, on comment? est à la fin de notre créneau Ah, et d'accord. si j'ai bien compris, Christine doit fermer malheureusement cette visioconférence. Oui, Euh, d'accord. on te remercie beaucoup et à tout le monde ici qui ont participé. Donc un grand merci à cette présentation très claire, très riche. Et Merci. on C'est se apprécié. verra dans 5 semaines, je pense, le 10 avril, avec une intervention de moi-même. Alors, Merci beaucoup. merci à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.